Nous sommes le dimanche 16 avril 2023. Bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. Un invité nous accompagne, il nous accompagne à tenter de mieux comprendre le Togo, à poser ou à reposer des questions qui méritent d'être posées à la fin d'une semaine mouvementée pour certains acteurs politiques, festive pour d'autres ou encore pleine de calculs pour des acteurs du monde des affaires. Depuis quelques jours, la grande saison des pluies au Togo se fait accompagner de la grande saison des fêtes. Les jours de repos ne favorisent pas toujours les affaires. Après la Pâque, les Togolais attendent le Ramadan, le jour de l'indépendance, la fête du travail, le Pentecôte, puis l'Ascension. Ce jour, il sera célébré le Saint-Esprit. Ces dernières années, le Saint-Esprit se serait mêlé de politique, notamment au Togo, au sein de la dynamique Monseigneur Poduro. La dynamique est restée très dynamique toute cette semaine, sauf qu'elle a perdu le M de Monseigneur et le K de Poduro. La majorité du peuple s'est empressée de pousser le prélat. L'ancien archevêque de Lomé dit pourtant se battre pour cette majorité qui aurait donné la victoire au candidat Agbéomi Kodio le 22 février 2020. Cette victoire, sa réclamation et la participation à une prochaine élection viennent d'avoir raison de l'harmonie à la DMK ou au MPDD. Le vice-président Gérard Adia et son président ne sont plus sur les mêmes longueurs d'onde. C'est le divorce. Visiblement, cette dissension n'a pas totalement emporté la DMK puisque Paul Missiak-Beto a repris les chaussures de Brigitte Adiabagbo-Johnson. Chose-t-il vraiment les mêmes pointures que celle qui est une vétérane de la scène politique au Togo? Les partis politiques du Togo auraient-ils montré leurs limites? Comme ailleurs, la politique des partis doit-elle être refondée face aux nouveaux défis socio-économiques et surtout climatiques? Le Togo doit-il continuer par privilégier la politique à l'ancienne? La précarité s'est installée, le manque d'emploi est une réalité, le climat est impacté. Les dernières pluies ont révélé encore les faiblesses de nos systèmes d'assainissement. Sous les pluies, les nouvelles routes des communes d'Agoué pouvaient être confondues à de grands étangs ou piscines olympiques. Les routes en construction actuellement dans les communes du Golfe prendront-elles suffisamment de la hauteur et les caniveaux de la profondeur pour s'éviter les mêmes sorts? Dirigés en majorité par des maires de la majorité présidentielle, les communes ont célébré avec le Parti Uni son 11e anniversaire. Vendredi, des prières ont été dites dans plusieurs églises, temples et mosquées du pays. La communauté musulmane qui a activement pris part à ces prières se prépare à finir le Ramadan. Probablement que vendredi, elle fera la fête. Ce dimanche, notre invité est Nador Aoku du Comité d'action pour le renouveau. À la technique, Romaric Freitas, les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nado Aoku, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Bien. Et votre dimanche? Je l'ai passé de façon bonne. En tout cas, avant d'arriver dans votre studio. De façon bonne? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que du côté de ma famille paternelle ou maternelle, comme nous avons de plus en plus des engagements, ce que je peux faire des deux côtés pour me sentir tranquille et continuer mes engagements politiques, je les ai faits et c'est ça que je mets. C'est-à-dire que vous êtes allé donner des conseils ce matin en famille, vous avez tenu des réunions. Concrètement, qu'est-ce que vous avez? J'ai tenu des réunions, j'ai réglé des petits problèmes du côté droit comme du côté gauche. Puis, quand j'ai senti que tout le monde était content et avant de les quitter pour venir dans ton émission, moi-même je me suis senti heureux. Un authentique fils d'Agonivé alors? Naturellement. Ok, on sait, et je l'ai dit tantôt, que nous sommes entrés dans une grande saison des pluies d'abord, et puis cette grande saison des pluies est accompagnée de la grande saison des fêtes. J'ai énuméré quelques-unes de ces fêtes tantôt. D'habitude chez vous, c'est comment les fêtes personnellement dans votre famille? Les fêtes Les fêtes tout simplement. Non. Vous savez, quand on parle de fêtes, on fait allusion à la culture. Et la culture suppose la provenance de chacun. Si je suis Kabien et qu'on me parle de fête, si je le suis effectivement, je dois savoir comment on fête un pays Kabien. Si je suis Evé et qu'on parle de fête, je dois savoir comment on fête un pays Evé. Si je suis chrétien, au-delà de mes provenances africaines, on parle de fête, je dois savoir comment on fête dans la chrétienté. Si je suis musulman, tout en étant africain,
après avoir fait cette option-là, je dois savoir comment on fête dans la communauté musulmane. La preuve, tout le monde fait l'effort qu'il faut pour l'écuménisme religieux. Et c'est ça qui a fait que Monseigneur Bariga a fait le pas qualitatif en allant rencontrer la communauté musulmane, non seulement pour leur offrir des vivres pendant cette période de carême, mais rompre le jeûne avec eux. Et c'est assez édifiant. Et je crois que si politiquement ou sur d'autres aspects de la vie, nous pouvons aller dans ce sens-là, je crois que nous construirons petit à petit nos États africains et tout le continent africain dans ce sens-là. Cela rejoint un peu une de vos approches de la dernière fois quand vous étiez passé ici dans votre développement. Vous avez semblé maîtriser un peu la religion chrétienne, mais aussi les pratiques africaines. Un peu, c'est ce que vous nous disiez quand vous étiez passé ici il n'y a pas très longtemps. Oui, si des gens peuvent faire l'effort qu'il faut pour qu'au niveau des musulmans, tout comme au niveau des chrétiens en général, parce que dans toutes ces dénominations génériques-là, il y a des sous-dénominations. On peut faire le pas vers les cultures, je ne dirais pas, vers les cultures africaines. Alors, je crois que ça nous aiderait à grandir davantage. Parce qu'en réalité, toutes les pratiques sont basées toujours sur une culture. Quand je vous demandais tantôt comment est-ce que vous fêtez chez vous, c'est de savoir tout simplement si comme chez certains, les moments de fête sont de grands moments de démonstration. Certains ont l'habitude de tuer des bœufs, de faire beaucoup de bruit autour d'eux, de faire beaucoup de partage aussi. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Oui, généralement, quand on parle de fête en pays élevé, et comme je suis élevé, c'est un moment de partage. Et je ne vais pas cibler une fête en particulier. Et c'est pour cela que je me suis réservé en allant au fond de votre question. Il y a eu la Pâque la dernière fois, il va y avoir Pentecôte bientôt, et puis il y a d'autres fêtes. Et durant toutes ces fêtes, les Togolais et au-delà du Togo, beaucoup d'humains restent à la maison. Et certains pensent que c'est des temps de gâchis. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Pas trop. Parce que vous savez, ce que progressivement nous devons commencer par réajuster, c'est les fêtes que nous avons retenues sur le calendrier grégorien. Et quand on fête une fête chrétienne, par exemple la Pâque par exemple, on dit le lundi qui suit c'est férié. Il y a bien d'autres encore. Est-ce que c'est de notre tradition? Est-ce que c'est de notre culture? Je ne dis pas qu'il faut mettre à zéro le calendrier. Le calendrier c'est quoi? C'est une forme d'organisation de notre vie quotidienne pour nous permettre de savoir comment nous organiser pour aller à l'essentiel. Maintenant, qu'on dise que pour tel jour, si tu es né tel jour, tu as tel nom, etc., c'est lié à une culture. Au point qu'en Afrique, on croit qu'il n'y a que quand les Européens sont arrivés en Afrique que l'Afrique a commencé par exister. Alors que les mêmes personnes ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire qu'en réalité, les Africains qui aujourd'hui, de plus en plus, moi j'ai mes propres fils, mes cousins, mes petits frères, mes parents, des amis et tout ça qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui sont les meilleurs dans leurs universités et qui font des découvertes, mais dont on ne cite pas les noms. Faisons l'effort. Et ça, c'est au niveau gouvernemental. Les gouvernements africains doivent faire l'effort. Quand ils identifient des gens pareils là, comment faire leur protection, leur promotion et ensuite leur protection pour que progressivement, ces ressources humaines-là reviennent en Afrique et permettent à l'Afrique de mettre en valeur les ressources minières africaines que les gens viennent chercher ici à vil prix, sinon pratiquement à zéro prix, pour que demain, on dise que l'Afrique aussi est un continent.
Parce que c'est les mêmes personnes qui disent que le continent africain, c'est un continent de l'avenir. Cet avenir-là, est-ce que c'est nous les Africains qui le définissons ou bien c'est eux qui le définissent à notre place? Or, nous avons les ressources humaines compétentes qui existent que nous devons valoriser. Ce n'est pas facile de faire cet exercice-là. Et c'est pour ça que je lance un appel aux dirigeants africains de faire l'effort qu'il faut, parce que ce n'est pas dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, non. Si nous voulons respecter nos constitutions, chacun fera 10 ans, il partira, s'il a la chance de passer son second mandat. Et puis, mais si sur ces fondamentaux-là, nous sommes d'accord qu'il faut faire la promotion et la protection de ces Africains qui font le beau temps des Occidentaux ailleurs, je crois que l'Afrique grandira. Ma question, c'est sur la façon dont vous organisez les fêtes, mais j'ai compris aussi que vous avez beaucoup parlé de tradition et de culture. Vous avez surtout parlé de ces Africains qui sont restés notamment à l'extérieur. La dernière fois, quand vous étiez passé ici, vous avez dit presque la même chose, j'ai compris. Mais moi, je reviens toujours à la fête, puisque nous sommes en période de fête. Bientôt, il va y avoir le Ramadan, mais il va y avoir surtout le 27 avril. Et on sait que le 27 avril, pour le Togo, pour les Togolais, c'est une très, très grande fête. Mais curieusement, cette fête divise toujours. On a l'impression que certains ne sont pas concernés ou certains ne veulent pas prendre activement part aux célébrations quand le moment arrive. Comment arriver à briser justement les différentes cloisons là et qu'on observe traditionnellement autour du 27 avril? Oui, je comprends votre préoccupation. Vous savez, quand on est à un moment donné à la charge d'un pays, il faut faire le sacrifice qu'il faut. Et le sacrifice consiste à ramollir les divergences. Oui, il y a des gens aujourd'hui au Togo qui croient que le père de l'indépendance togolaise, c'est leur affaire. Il y a d'autres qui croient que ce n'est pas notre affaire. Mais il faut le reconnaître. Si un pas qualitatif a été fait, il faut le reconnaître. Avec la commission d'Océaniron, on a situé les choses. Même si on n'est pas d'accord là-dessus, c'est un départ qui peut évoluer demain. On dit Sylvanus Olympio, à partir de la commission qu'il a présidée, c'est le père de l'indépendance. On dit le général Eyadema, c'est le père de la nation. Bon, ça c'est pour faire rire un peu. Nous, au cas, nous disons que Maître Agboibo, c'est le père de la démocratie. Mais nous avons commencé par le dire après le travail de cette commission. Mais je dis ceci pour dire que les deux éléments qui ont été mis en exergue sont des éléments essentiels. Si c'est ça, eh bien, personne ne doit se sentir lésé. Dans ce sens alors, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui doivent savoir que le travail pour l'obtention de l'indépendance a été conduit par quelqu'un. Quelle que soit la manière dont il a disparu, il faut honorer sa mémoire. Et ça, c'est le problème des acteurs politiques. Et politiquement, on doit pouvoir s'asseoir un jour et le régler. Maintenant, quand on parle du père de la nation, que certains acceptent, que d'autres refusent, ça aussi, c'est un problème politique. On doit s'asseoir et régler toute cette affaire-là. Et quand c'est réglé, le jour où on dit que c'est le 27 avril, moi, de toutes les façons, par expérience, je sais que quand le 27 avril arrive, le pouvoir envoie toujours des lettres d'invitation à tous les partis politiques. Hein. Et généralement, c'est les partis politiques qui se réclament de l'opposition, qui, de leur point de vue, ne se retrouvent pas dans la façon dont l'anniversaire là est fêté, qui ne répondent pas. Mais il faut cesser pour dire que le pouvoir n'a jamais refusé d'inviter les partis politiques de l'opposition. Ils sont invités, c'est eux qui refusent de répondre compte tenu de leurs préoccupations qui sont propres à eux. Est-ce que par exemple, vous, au niveau du cas, est-ce que vous répondez? Nous n'avons jamais répondu. Ok, quelles sont vos préoccupations liées à cette fête? Nos préoccupations, c'est que nous avons cru que l'effort qualitatif que nous avons fait avec l'APG,
nous aurions pu aboutir à un consensus qui finalement nous permette de faire en sorte qu'on arrondisse les angles et que tout ce qui est d'ordre national, qu'on soit de l'opposition, tout comme qu'on soit du pouvoir, on soit ensemble pour le faire. Et c'est ce qu'on constate partout, partout dans ce que les gens appellent généralement les grandes démocraties. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Cette fête, pour certains, c'est juste parce qu'ils ne participent pas, et pas seulement au Togo, juste parce que nos continents, nos États ne sont pas indépendants. C'est un débat qui revient chaque fois qu'un anniversaire de l'indépendance est célébré dans un pays africain. Je ne sais pas votre position sur cette question-là. Parce qu'ils constatent que quand on prend le 27 avril, le Togo déclaré indépendant, dans la pratique, pour eux, ce Togo-là n'est pas indépendant. Ça, c'est une vérité affirmée. Mais au-delà de ça, est-ce que nous sommes indépendants ou nous ne le sommes pas? Nous sommes indépendants. Maintenant, comment nous gérons notre indépendance? Ça, c'est tout un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons engager une lutte pour la conquête de notre indépendance? Je ne crois pas. Maintenant, la lutte que nous devons engager, c'est la lutte de l'affirmation et de la réalisation de notre indépendance. Et c'est ce que les gens mettent aujourd'hui sous le vocable du panafricanisme. Oui, j'accepte qu'on dise que oui, nos indépendances sont décrétées et qu'elles ne le sont pas véritablement. Mais Haïti, qui est le premier pays, même de par sa position géographique, qui est le premier pays africain à avoir le premier pays noir africain à avoir son indépendance. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas? Là, Haïti, on n'a pas de président, hein? Et tout ce qui se passe, vous le savez mieux que moi. Mais si nous voulons rester dans cette légèreté-là, nous n'allons pas creuser le débat. Et tant que le débat n'est pas creusé, on ne trouvera pas les ressorts nécessaires pour les régler. Le débat qui a cours depuis quelques années maintenant, vous le situez très bien, ou bien vous pointez du doigt ce débat-là, le panafricanisme. Certains pensent qu'au bout, on aura du succès. Je ne sais pas si vous pensez, comme un certain nombre d'Africains aujourd'hui, qu'il y aura un succès au bout de ce combat-là, tel qu'il est mené depuis quelques années. Si on n'a pas de succès, on aura failli. Et on aura trahi la mémoire de nos parents qui ont lutté pour les indépendances que nous avons obtenues, mais pour lesquelles nous avons encore quelques critiques. C'est normal. C'est normal. Ce qui se passe dans les capitales africaines, quand vous prenez le Mali ou le Burkina Faso, dans d'autres capitales, cela est regardé de très loin. Quand, par exemple, à Ouagadougou, on décide de renvoyer 2 journalistes français ou on suspend France 24, ou par exemple à Bamako, on rompt carrément, où on prend des décisions frontales vis-à-vis de Paris. C'est des situations qui sont regardées de très loin. Par exemple, quand on est à Dakar ou quand on est à Libreville, on donne l'impression comme on n'est pas très concerné par ce qui se passe entre ces capitales-là et Paris. Non, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies de communication... Non, mais ma question, je la reprécise peut-être. En ce qui concerne les officiels, je parle des officiels, les peuples ou les populations peuvent manifester un certain enthousiasme, une adhésion à ce qui s'est fait à Bamako ou à Ouagadougou. Mais du côté des officiels, c'est le silence. Je vous ai compris. Et ce que je dis n'est pas loin de la question que vous me reposez. Je dis que tout ce qui se passe là doit être compris. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens pensent en Afrique qu'ils doivent, parce qu'ils sont indépendants, qu'ils doivent s'affirmer. Et que tout ce qui peut être obstacle à leur affirmation ne doit pas être accepté. Je crois, par rapport à votre métier et à votre parcours que je connais, assez élogieux, que même la colonisation
l'impérialisme et autres, tout ça n'a pas été accepté par tous les Européens. Il y a des Européens qui ont dit non, ce que vous êtes allé faire là, on n'est pas d'accord. Il ne faut pas aller le faire. Il y a d'autres qui ont dit nous sommes d'accord, allez le faire. Et je dis ceci pourquoi? Parce que le président actuel des États-Unis est actuellement en déplacement en Europe. Il est allé, je dirais, permets que je le dise en hébreu. Et il doit avoir une pomme. Il est allé sur... il est allé juste sur la tête de ses ancêtres. De ses ancêtres. Et on a dit, c'est les arrière-fils. Et le premier qui a vendu les pierres qui ont contribué à construire l'église pour avoir de l'argent avant de fuir et aller en Europe, il va aller tenir un discours là-bas. Il va de fuir pour aller en Amérique. Et s'installer là-bas avant qu'il donne naissance à des gens qui finalement ont donné naissance au président américain actuel dont vous connaissez l'âge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Africains aujourd'hui revendiquent un certain nombre de choses, c'est à bon droit. Barack Obama aussi a fait la même chose au Kenya. Oui, et c'est pour ça que, entre parenthèses, je n'accepte pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui est en train de se passer au Gabon. Qu'on va dire, si ton papa n'est pas ta maman, etc., etc., non. Si c'est comme ça, nous avons en Europe et ailleurs nos frères de peau noire qui ont pris la nationalité de ces pays-là, qui sont des élus. C'est vrai, ils ne revendiquent pas être président de la République, etc., etc., mais le simple fait de les avoir acceptés, postulés à ces postes et même gagnés pour assumer des postes de responsabilité, doivent nous amener à comprendre que le monde évolue dans une sorte d'inclusivité. Bien, merci. Je vous ai invité aussi parce qu'on sait que vous représentez le parti Le Cas et que plusieurs partis au Togo ont l'impression d'être en crise, ou sont en crise, ouverte ou pas, même si certains font l'effort de gérer ces différentes crises-là à leur manière. Je ne sais pas aujourd'hui quel est le climat général au niveau du cas, entre les cadres d'abord, entre les militants. Comment ça se passe là-bas au cas? Oh non, avant de répondre à la question, je voudrais vous demander de repréciser votre question. Parce que si des partis politiques que vous connaissez ont des problèmes et que vous ne les évoquez pas, je ne sais pas comment faire le Ok, comment se porte le cas? Quelle est la santé du cas? Voilà, maintenant je suis plus à l'aise à le dire. Le cas va bien, comme je te l'ai dit à la dernière fois quand je suis passé. Mais nous sommes dans un moment critique. Nous avons voulu faire notre congrès les 13 et les 14 passés. Nous sommes aujourd'hui le 16. Ça veut dire que normalement, pendant que je suis en train d'échanger avec toi ici, je vais pouvoir énumérer quelques recommandations, résolutions, déclarations que le congrès du cas a pu prendre et même t'annoncer le nom de celui qui désormais va porter le parti. Mais nous avons suivi sur les réseaux sociaux et tout ça, certaines informations qui ont circulé, mais nous avons ri pour dire que nous, on n'était pas dans cette logique. Mais pour vous dire vrai... Non, qu'est-ce qui a été dit sur les réseaux sociaux? Et pour vous dire vrai... Non, qu'est-ce qui a été dit? C'est ça que je vais dire. Pour vous dire vrai, c'est que nous avons fait le choix d'organiser notre congrès les 14 et les 15 avril, donc le vendredi et le samedi dernier. Mais, entre-temps, le ministère de l'administration territoriale a sorti un communiqué pour dire que le chef de l'État veut rencontrer tous les maires, les agents aux maires, les secrétaires généraux des mairies, les secrétaires généraux des préfectures, les préfets et tout, à Kara, pour une rencontre.
nous avons compris que c'est une rencontre que le chef de l'État a voulu faire pour faire l'état des lieux de la décentralisation à ce niveau. Surtout que pour les élections qui s'annoncent, il y a un niveau plus élevé qui est les régionales. Nous avons estimé que, en tant que parti politique régulièrement installé, et qui avons des élus qui sont des maires et des agents, pour une première dans notre pays, il ne faut pas leur refuser de prendre part à cette activité-là. Au moins, si l'occasion leur est donnée, comme lors de l'ouverture de la dernière session, la session en cours de l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale a fait venir même des étudiants et des gens de plusieurs couches. Et ils ont fait venir aussi des communications pour faire des exposés sur un certain nombre de thématiques. Et ce qui a donné l'opportunité aux participants de poser des questions pour avoir des éclairages. Et moi, j'ai suivi sur la chaîne nationale des gens qui ont été satisfaits de la manière dont ça s'est passé et que c'est une première. Alors, nous avons estimé que probablement c'est un truc pareil qui doit se passer à Kara. Et donc, nos représentants doivent être là. Tous ceux qui vivent dans leur commune, et si l'occasion leur est donnée, qu'ils les posent. Et si le chef de l'État est là, qu'il écoute de ses propres oreilles. Et s'il y a des instructions à donner après tout ça, qu'il les donne pour que les choses puissent évoluer. Mais nous avons compris qu'après, un autre communiqué est sorti pour dire que oui, ça ne peut plus tenir. Et sur les réseaux sociaux, nous avons suivi que le pouvoir nous a dribblés. Sur ce terrain-là, nous ne sommes pas en match avec le pouvoir, non. Pour qu'on dise par exemple que Sounou de Gomido, qui savait marquer par la tête, hein, a dribblé, comment il s'appelle, le défenseur de Sanounou, de Semassi, que eux tous étaient au gouvernement, à l'équipe nationale, que Sounou a dribblé Sanounou pour marquer son but. Non, parce qu'on n'était pas en match. Donc c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Voilà, ce n'est pas tout. Ensuite, on a compris que les gens pensaient que c'était ça. Mais à l'analyse, nous-mêmes, nous avons réalisé que la période là, et là, je vais être méchant. Mais je mets ça, ma méchanceté entre griffes. Et ça, je me mets à la place du pouvoir pour faire valoir ma méchanceté. Parce que le ministre de l'administration territoriale, qui gère toute cette affaire-là, et qui est de l'UNI, ne peut pas faire une programmation sur cette période-là, 13, 14, 15. Surtout parce qu'il sait que dans cette période, UNI, dont il fait partie, fête son anniversaire. C'est pour ça que je parle de méchanceté de ma part. Peut-être que le chef de l'État a accepté la proposition sans savoir, et parce qu'il a tellement de charges. Mais à la fin, quand on a analysé que non, mais comment on peut faire un truc comme ça où nous on a... Et puis, le secrétaire administratif de UNI a sorti un communiqué pour dire organiser des cultes de prière, etc. ici et là. Ça, c'est leur affaire à régler entre eux. Maintenant, nous avons fait le choix de repousser d'1 ou 2 semaines, ce qui correspond à l'anniversaire, au 32e anniversaire de notre parti, de la création de notre parti. Le 30 avril. Et c'est pour ça que nous avons dit, il vaut mieux faire ça le samedi et le 10, et le 30 avril, qui est le jour de la création de notre parti, nous allons fêter notre anniversaire en clôturant notre congrès, qui va être un congrès de renouveau, comme notre nom le dit. Bien, on a compris sur les réseaux qui ont milité au report du congrès du CAR. Au CAR, par exemple, vous parlez d'élus, vous en avez combien? On en a au moins 25. Donc, leur absence ne permettrait pas la tenue du congrès. Naturellement. Mais l'enjeu de la rencontre était tel que ceux qui étaient concernés devaient être là. Et ils n'étaient pas les moindres au sein de la hiérarchie du parti. L'enjeu du congrès? Non, l'enjeu de la réunion que le chef de l'État... Mais là, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Parce que... mais voilà que
le ministre de l'administration territoriale a annulé ou a reporté finalement la tenue de la rencontre de Kara. Vous n'avez pas peut-être bien mesuré les enjeux. Non, si tu le dis de cette façon, c'est comme toi aussi, tu parles le même langage que ceux qui ont dit qu'on nous a dribblés. Non. Nous sommes un parti républicain. Le CAR est un parti républicain. Et tout ce qui est républicain, nous nous y allions. C'est la première fois qu'après l'ère démocratique, nous avons, quoi qu'on dise, moi-même je suis un élu local, mais quel que soit ce qu'on peut reprocher au déroulé du processus de la décentralisation, le chef de l'État voulait rencontrer les élus. Donc vous respectez les institutions, on a compris. Voilà. Vous reportez votre congrès de 2 semaines, là, pour le tenir à la fin de ce mois. Comment se passent les préparatifs? Nous sommes pratiquement prêts. C'est peut-être quelques détails qui restent. Vous savez, dans ce genre de sujet, dans mon dernier passage, je vous l'ai dit, il faut être assez délicat et perspicace. C'est généralement 2 sujets qui bloquent. Les sujets qui sont liés à la révision des statuts, mais aussi et quand les statuts sont bien révisés, ce qui en découle, c'est comment pouvoir aux organes prévus par les statuts les hommes qu'il faut. Et c'est les 2 sujets-là que nous sommes en train de gérer ces derniers moments. On sait que le cas s'est révélé au Togolais après les années 90, porté notamment par Maître Yawvi Agbouibo. Il est mort, ça fait bientôt 3 ans. 3 ans et un an. Et remplacer quand même Maître Yawvi Agbouibo, sans doute que ça ne va pas être facile. Est-ce que vous mesurez cela? Et je vous l'ai dit quand je suis passé dans votre dernière émission. Et j'ai ajouté que pour avoir collaboré avec l'homme, si j'en ai retenu quelques expériences, je n'hésiterai une seule seconde à mettre cette expérience-là au profit du parti. Parce que je n'ai nulle part où aller que de rester au CAR. Non, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous voulez me dire, ou vous voulez dire à ceux qui nous écoutent que vous souhaitez remplacer Maître Yawvi Agbouibo pour être simple? Ça, c'est une question que dans plusieurs émissions où je suis passé chez vos confrères, on m'a posé. Mais moi, je suis élevé. Et en pays élevé, on dit à moment vous ne pouvez pas vous faire vous-même chef. C'est les autres qui vont vous faire chef. Et je ne peux pas vous le cacher que pour avoir assumé un certain nombre de charges au niveau de ce parti-là, les gens qui l'ont positivement apprécié m'approchent pour dire, mais si tu peux, si tu peux. Mais nous avons un mécanisme. Non, mais est-ce que vous pouvez? Je ne le sais pas trop. Non, mais en fait, vous devez savoir. Non, mais ça, là, c'est se surestimer. Dans ce cas, vous ne vous connaissez pas, là. Mais généralement, on ne se connaît pas soi-même trop. Il n'y a que les autres qui vous connaissent mieux. Non, mais après avoir fait cette expérience avec Maître Yawvi Agbouibo, après avoir dirigé le parti à un moment donné... Et pourquoi dans votre dernière émission, je ne vous ai pas dit que j'ai été le plus excellent? Mieux qu'Agbouibo. Parce que vous m'avez posé la question. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Mais, que je le ressente ou non, il n'y a que ceux qui peuvent me porter qui doivent le dire. Si je le dis, c'est se surestimer, un peu comme on dit chez nous, leur offrir une insulte. Parce que je ne suis pas le seul cadre. Je reconnais des cadres au parti qui sont meilleurs que moi. Maintenant, si dans mon humilité, on estime que c'est moi qui peux faire l'affaire, comment je vais me proclamer? Mais là par exemple, vous le jouez, comme on le dit, vous le jouez modeste, là. C'est comme ça qu'on me connaît au cas. On sait une chose qu'en Afrique, et spécifiquement au Togo, quand on est président d'un parti politique, c'est de lourdes charges. On sait que c'est le président qui tient carrément le parti sur ses épaules. Je vous regarde là, je ne sais pas si vos épaules sont assez solides pour porter le cas. Oui, non, vous m'avez posé la même question lors de mon dernier passage. Je vous ai dit qu'un parti politique ne fonctionne pas
comme ça. Non, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est vous qui le supposez. Non, mais en fait, on sait. Oh, vous ne pouvez pas dire qu'un parti politique, notamment dans nos pays, fonctionne à la base des cotisations des militants ou des cadres, la contribution des... Non, mais en fait, le président, il fait plus de 50% du parti. Non, si c'est comme ça, ça veut dire que c'est mauvais. Mais c'est comme ça. Non, c'est vous qui le supposez. Et je ne voudrais pas revenir sur une question. C'est vous qui me posez des questions, hein, parce que lors de mon dernier passage, j'ai été au regret de vous demander si vous connaissez. Je vous ai posé un certain nombre de questions sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais je vous dis ceci. Un parti politique. Il n'y a que le parti politique qui n'a pas fait le travail nécessaire. Maintenant, suivant l'architecture de notre constitution, qui n'a pas d'élus dans les communes, dans les régions, au Sénat, à l'Assemblée nationale et autres, qui ne peut pas bien fonctionner. Au moins sur les charges fixes, notamment le paiement du siège, le paiement des agents qui fonctionnent là-bas, l'administration, les papiers, tout ça. Parce que quand vous êtes élu au nom d'un parti politique, au-delà de ce que vous gagnez, vous avez un pourcentage que vous devez reverser au parti. Et les statuts. Ça, ce que vous dites là. Écoutez-moi d'abord. C'est ça qui permet au parti de fonctionner de façon normale. Maintenant, quand il s'agit des grands enjeux, d'élections, de ceci ou de cela, il y a toujours des personnalités, des organisations qui ont, suivant votre ligne idéologique et politique, de l'admiration pour vous, qui dit, ah, si ces gens-là accèdent au pouvoir, ah, c'est bon. Ces gens-là peuvent vous accompagner. Et ça, c'est stratégique. Mais est-ce que c'est le cas chez vous? C'est stratégique et ce n'est pas dans un studio de radio que ça se dit. Oui, mais en fait, moi, je pose la question, puisque sur les 30 dernières années, on sait que vous avez eu beaucoup de députés, jusqu'à 34, 36, je ne sais plus, au début de l'ère démocratique. Et puis, au final, vous en avez eu 4, je crois. Même les 4 là nous ont permis de gérer nos charges fixes. Suivant leur retour. Sans attendre forcément, Maître Agbebo. Je suis sincère en vous le disant. Okay. Mais aujourd'hui, Maître Agbebo n'est plus là. Si les gens continuent de croire que c'est Maître Agbebo qui a fait fonctionner le cas depuis sa création jusqu'à son décès, ils se trompent. Non, mais en fait, on verra après. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question la dernière fois. Vous m'avez cité le nom de la CPP. Et je vous ai... De toutes les façons, je crois que vous qui êtes des médias, vous nous apportez un soutien assez important. Mais vous devez évoluer aussi dans la façon de nous poser un certain nombre de problèmes. Vous n'êtes pas obligé d'être des militants de partis politiques. Mais vous devez comprendre un certain nombre de choses. Et quand des responsables politiques viennent à vos studios et savoir quel type de questions. Parce que poser ce genre de questions, c'est de réduire les partis politiques en Afrique en général à leurs dirigeants. Ça veut dire que quoi? Et comme vous me le demandez tout à l'heure, mes épaules sont frêles. Hein? C'est pour cela que je ne revendique rien. C'est les gens qui, suivant mes actions, estiment par exemple que je peux jouer un rôle. Mais je dis qu'un parti politique, c'est comme une société qu'on crée. Et quand vous créez une société, il y a le conseil d'administration et tout ça. Il y a une façon de fonctionner. Ce n'est pas le président du conseil d'administration qui met la main dans sa poche pour faire fonctionner toute la machine. Non. Si nous avons pensé pendant tout le temps en Afrique que c'est comme ça que ça doit fonctionner, commençons progressivement par comprendre que ça doit évoluer. Quand Sarkozy a fait endetter son parti politique, c'est les militants qui ont cotisé pour payer. Et pourtant, Sarkozy a été président de la République. S'il était président africain, on pourrait dire qu'il s'est rempli plein la poche. S'il s'est rempli plein la poche, pourquoi il n'a pas payé de son propre chef? Et que ce sont les militants de son parti qui ont cotisé pour payer à sa place parce que c'est lui qui a fait endetter le parti. On a compris votre développement, c'est nouveau ce que j'apprends là, puisque plusieurs leaders politiques, quand ils sont passés par ici,
se plaignait carrément du contraire. Vous avez dit la même chose quand j'étais dans votre dernière émission. Oui. Je le répète, non, mais en fait, pour dire que je le confirme, que c'est comme ça que nos partis politiques doivent fonctionner, non seulement au Togo, mais aussi en Afrique, pour que ça ne se personnalise pas. Oui, mais la réalité, cette réalité, elle est là, elle est têtue. Puisque un certain nombre de leaders politiques, c'est eux qui paient l'électricité pour certains, c'est eux qui paient les factures. S'ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas d'élus, ils sont obligés pour la survie de leur parti de le faire. Sinon, ils vont disparaître. D'ailleurs, la nouvelle charte des partis politiques a réglementé les choses. On verra dans les jours à venir les partis qui seront capables de survivre à cette charte-là et on comprendra. On verra d'ici quelques semaines ce que nous débattons là, les réalités, ce que ça va devenir. Et quels vont être les tout premiers défis là du nouveau président au niveau du cas? Parce qu'on sait qu'avec Maître Yahya Abouiba, il y a un type de fonctionnement. Le nouveau président, si on l'imagine, ça va être quoi les tout premiers défis à relever? Non, les tout premiers défis à relever, c'est d'abord de réinstaurer la mémoire de Maître Abouiba. Parce qu'au-delà de tout, et d'ailleurs, quand je suis passé dans votre dernière émission, un auditeur m'a posé la question quand j'ai évoqué un élément que non. Oui, Abouiba n'a pas été le seul à animer la scène politique togolaise depuis 1990 jusqu'à son décès. D'autres l'ont animé avec lui. Maintenant, si on veut faire un pointage, on verra celui qui a fait mieux que l'autre. Mais comme nous ne sommes pas dans une salle de classe où on met un sujet pour évaluer les copies, nous n'allons pas glisser sur ce débat. Mais nous qui sommes restés avec lui, nous savons qu'il a joué un grand rôle pour ce pays. Nous allons réinstaurer sa mémoire, son image. Ça, c'est un. Deux, quelle est sa ligne politique? Nous allons aussi nous entendre là-dessus et mener notre ligne dans ce sens. 3. Quelle est la personnalité qui maîtrise et qui peut incarner le mieux tout ça là? C'est le travail délicat auquel nous réfléchissons et auquel nous nous attelons. Maintenant, après, si tout ça, les 3 niveaux sont réglés, comment nous allons passer à l'étape supérieure pour la conquête du pouvoir et faire passer le programme politique que Abouiba veut appliquer s'il venait au pouvoir dans l'intérêt du pays, nous allons passer à cette étape. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne dans votre développement. Vous parlez de réinstaurer la mémoire de Maître Yahya Abouiba. Je n'ai pas très bien compris. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 30 ans, 32 ans en allant. Hein? Ouais. Et quand tu as un fils qui a 32 ans, il est majeur. Qu'est-ce qu'il connaît d'Abouiba? Mais est-ce que vous pensez que c'est important? C'est important, pourquoi? Parce que ceux qui ont connu Abouiba pendant qu'il était à l'œuvre, ils en disent des choses. Moi, des fois quand on me pose ce genre de questions, je ris. Pourquoi même en France aujourd'hui on parle du gaullisme? Même en Allemagne aujourd'hui, quoi qu'on dise, les gens se revendiquent de Hitler. Pourquoi refuser aux gens de se revendiquer d'Abouiba et de faire la promotion de sa mémoire? De toutes les façons, moi on adore. Aussi longtemps que j'aurai les moyens, je le ferai. Je demandais tantôt si c'est important, au-delà de votre parti, de votre personne, pour les Togolais, et leurs préoccupations aujourd'hui, est-ce que c'est Maître Yahya Abouiba réinstaurer? Est-ce que c'est ça leur préoccupation? Non, je le dis parce que moi je suis philosophe de formation. Hein, et je mets tout ça là dans la façon de voir, de penser, de concevoir et d'exercer la politique pour Maître Abouiba. Et quand il est décédé, on a fait un colloque en sa mémoire, auquel vous-même, j'espère, vous avez participé. Il y a une expression qui est sortie, qui a retenu mon attention.
l'expression. C'est du XVIIe siècle, hein, et qui finit souvent par le isme. On a parlé d'agboïbisme. Mais c'est tout un parcours, c'est toute une philosophie, c'est tout un programme. Non, on pourra prendre la gestion de ce pays, le diriger, sans la façon de faire d'Agboïbo. Mais nous avons l'obligation de rester dans l'esprit d'Agboïbo. Et c'est ça qui est important pour nous. Sinon, je vous assure, allez poser la question aux gens à unir. Le RPT est devenu uni. Je ne suis pas généralement de ceux qui croient qu'il faut parler de RPT uni, même si je sais celui qui a créé cette expression-là. C'est qui? Non. Non, mais non, moi, je ne le sais pas. Non, ce n'est pas pour ça que tu m'as invité. Oui, mais en fait, puisque vous êtes là, alors, ça permettra de... Moi, je ne suis pas... Et c'est pour ça que je dis que nous ne pouvons pas faire le cas comme si Agboïbo n'a jamais existé au cas. Non. Voilà. Nous venons de passer 45 minutes, mais j'aurais bien aimé quand même pour nos auditeurs, pour moi-même, puisque je ne connais pas celui qui a créé cette expression, puisque c'est une expression qui est massivement utilisée par les acteurs politiques de l'opposition, surtout quand ils parlent du parti au pouvoir, en parlant du RPT uni, mais puisque vous connaissez celui qui l'a imaginé ou celui qui l'a fait connaître au Togolais, j'espère que d'ici la fin de l'émission, vous ferez le devoir de nous le dire, ça nous ferait énormément plaisir. En attendant, continue de prier ton Dieu. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, c'est Nador Aokou, il est du comité d'action pour le renouveau. Dans le nouvel organigramme, là, vous occupez quel poste? Je suis le deuxième vice-président national du parti, en même temps le porte-parole du parti. Bien, les auditeurs, vous avez la possibilité maintenant de participer à l'émission comme c'est de tradition sur les numéros de la radio 70 43 09 70, 96 50 34 37, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. C'est Romaric Freitas qui est là derrière la baie vitrée qui se fera le devoir de mettre les auditeurs dans le direct. Le premier auditeur qui est là. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Bonjour, comment ça va? Oui, c'est la première fois que je vous appelle. Allô? Oui, c'est la première fois que je vous appelle. Bien, merci de nous appeler souvent. Ok. Quel est votre nom? C'est Justin de Kanikoff Djibo pour Bokranto. Ok, allez-y. Ok. Je voudrais poser une question à l'invité. Est-ce que quand on va les deux élections, c'est ma question. J'ai pas bien saisi là. Si nous participons... Ok, en fait, si vous serez présent aux élections législatives et régionales. Ok, allez-y. Oui, non. Je dis merci à notre auditeur. Oui, ailleurs, on m'a reçu. Je l'ai dit et je le réaffirme. Les élections prochaines, le CAR va y participer, notamment les régionales, tout comme les législatives. C'est clair. Donnez-moi 2 secondes. Mais allez-y, allez-y. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le CAR n'a pas participé aux élections législatives dernières. Et pendant que moi-même, je conduisais la délégation du CAR à la C14, et que mon patron était envoyé de santé en Europe, on est arrivé à un niveau où, pour régler la problématique de la CENI, je lui ai dit de revenir. Il est revenu, il a fait ce qu'il a pu, on a eu 8 de l'opposition, 8 du pouvoir, ça fait 16, le président, ça fait 17. Parce que nous avons posé au niveau de l'opposition la problématique de la présidence et sur des sujets sur lesquels je ne vais pas revenir ici, parce que des gens nous continuent de m'interpeller.
Alors que par nature, moi, je n'aime pas les conflits inutiles. J'ai dit, le responsable de parti politique qui m'a appelé, je lui ai dit, ce que vous dites là, ça va nous créer des problèmes. Ça va nous créer des problèmes. Et ces problèmes-là vont être plus compliqués à gérer qu'avant 90. La manière dont nous avons réglé le problème là, au siège de la CDPA, côté d'Akassi, mais là-bas, j'ai dit, je ne suis pas d'accord, on a dit de voter. J'ai dit, on n'a jamais voté à la C14. Ce n'est pas consensus. Mais le jour-là, on nous a... Ça veut dire que la décision de ne pas participer aux élections législatives dernières n'a pas été une décision unanime. C'est noté. Mais c'est parce que vous appartenez à un groupe. Et que quand le groupe parle, vous devez vous aligner, qu'on s'est aligné. Donc finalement, vous n'avez pas participé. On n'a pas participé. Et la conséquence, nous l'assumons aujourd'hui. On connaît la suite. Ah, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Vous saluez le plateau. Oui, on vous salue également. Quel est votre nom? C'est David. David. Oui. Et vous nous appelez d'où ça? J'ai deux questions. David. À votre invité. David. Oui. Est-ce que je peux savoir, vous nous appelez d'où? Ah, ok, allez-y. Bon, je veux partager un avis avec votre invité. Il a dit que Maître Gouiro est le père de la démocratie. Ça, moi, je ne sais pas ce que ça dit. Parce que Maître Gouiro a mal préparé sa succession. Bon, deuxième présentation. Donc, je voudrais demander à votre invité si pas à Gouiro, eux, dans leur parti, ils peuvent faire quelque chose à part à Gouiro. Parce qu'ils au cas là, ils font trop le coup de la personnalité. C'est mettre la Gouiro qui est le fait. Parce que mettre la Gouiro est parti. La vie c'est comme ça. Eux aussi, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils vont faire pour se faire. Chaque fois que ça met la Gouiro, ils vont sur le pas de mettre la Gouiro. À mon avis, c'est pas bon. Ok, bien, merci. Noté pour vous, David, depuis Nicaragua. Merci. Sur la première question, en réalité, vous disiez que pour Iroka, vous ajoutez que Maître Yaoubia Boibo, c'est le père de la démocratie. En fait, c'est ce que vous aviez dit. Ça, c'est pour nous au cas. Ouais. Ce n'est pas sur le plan national. Mais sur le plan national, il y a une commission qui a dit Sylvanie Soumlu peut un temps et à demain un temps. Il n'y a pas encore une décision nationale qui fait d'Agboibo le père de la démocratie au Togo. Mais nous, au cas, nous considérons, suivant son parcours, que pour nous, il est le père de la démocratie. C'est ça. Maintenant, sur le second sujet, vous savez, moi, je porte le nom Nador. Pourquoi je le porte et les gens vont me refuser de le porter, de chercher un autre nom? Moi, je dois normalement lui répondre. Mais je suis dans l'obligation de lui poser à notre auditeur la même question. Je suis Nador et je revendique être de cette famille. Et je dis que je me nomme Nador. Maintenant, on me dit pourquoi je dis que je m'appelle Nador. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que la politique, par exemple, ce qu'il dit en parlant de culte de personnalité, est-ce que ce n'est pas une réalité que quand, par exemple... Quand on parle du gaullisme en France, est-ce que c'est du culte de la personnalité? Quand on parle du trompisme aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que c'est le culte de la personnalité? Si c'est ça, nous ne faisons pas autre chose que ce que les autres font. Donc cela ne vous gêne pas? Ça ne nous gêne pas. Okay. Nous sommes heureux là-dedans. Bien, merci. Troisième auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Alfred. Alfred, vous nous appelez d'où? Je suis à Nicolas. Alfred de Nicaragua. Là, on a des gens qui nous écoutent depuis Nicaragua suffisamment aujourd'hui, c'est bien. Allez-y. Oui, j'ai 4 points. 4 points? Oui. Mais allez-y. Je dirai rapidement. Bon, le premier point, c'est est-ce qu'il ne serait pas bon pour l'opposition de se réunir sur un idéal, c'est-à-dire de fondre les richesses financières, humaines et logistiques pour régler les problèmes de la... Ce ne serait pas mieux pour nous tous? Parce qu'aller aux élections ou ne pas y aller, bon, moi je trouve que ce n'est pas là le problème, mais quelle est la garantie que la transparence serait sortie des yeux? Si le cas, l'AN, les autres rassemblent leurs militants ou bien leurs ressources humaines pour fondre dans un et
se lancer dans la transparence. C'est noté cette partie. Allez-y. Point. Donc, s'il connaît chaque ministère le portefeuille ou bien le thème ou bien l'objet pour lequel on leur a donné le ministère. Le ministère? Oui. Quel ministère? Premièrement, par exemple, je prends le ministère de l'économie et des finances, par exemple. Oui. C'est ça, deux choses sont passées. De la TVT. Oui, en fait, je ne sais pas si, depuis qu'on a pas la liaison avec nous. Ça va, moi ça va. Oui, mais nous, on vous reçoit. Je vite. Est-ce que bon, je le dis par rapport au cas de Trading Gate, par exemple, sur son avis. Parce que demain, c'est eux qui vont diriger ce pays. S'il y a un ministre qui donne caution aux gens de traiter ou bien de faire de leurs actions, la TVT, tout est dans la publicité et tout. Et même, on a dit même dans le contrat que l'OTR donne ou bien prend 30% des investissements et tout. Et les gens investissent et après... S'il vous plaît, ça aussi on a noté. La suite. Et il n'y a pas d'expérience. Que M. Nador en pense ou bien en dit. Quatrième point, pourquoi les opposants n'occupent pas des fonctions dans ce pays pour apporter leur matière grise? C'est fini. Bien, merci. Finalement, on est arrivé. Pierrot, si tu peux me rappeler la première question. La première question, c'est sur... J'ai le sentiment que sa première question résume tous les développements. Non, en fait, non. Ça ne résume pas tous les développements. La première question, c'est sur l'union de l'opposition. Oui, non. Vous savez, quand on était à la C14, à un moment donné, c'est moi qui conduisais la délégation de mon parti. Et pour avoir rendu compte à mon président qui était en Europe à l'époque, il a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas rendre le mouvement beaucoup plus citoyen que politique? Moi, j'ai posé la problématique. Les gens n'ont pas compris. Non pas parce que je n'ai pas trouvé les bons mots. Les uns les autres peuvent le dire. Mais moi, je lui ai rendu compte. Il a dit, bon, si c'est comme ça, j'ai écrit une lettre à la C14. En tant que président, il a adressé une correspondance que moi-même j'ai transmise. À l'époque, les gens n'ont pas apprécié la démarche. On n'a pas apprécié la démarche. Qu'on soit de la même organisation et qu'on adresse encore. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, 3 ou 4 ans après, quand vous prenez, par exemple, l'ANC, qui a fait son congrès, son conseil national, l'ANC a dit, il n'y a plus d'élection que je vais boycotter. Vous prenez la CDPA la dernière fois, la CDPA appelle à une convergence de vues. Vous prenez les FDR, il parle de mouvement citoyen. C'est de cela que nous avons parlé dans notre document qu'on a adressé à la C14. Vous avez parlé de la DMK qui est devenue DMP. Ils ont parlé de la plateforme. C'est tout ça là en réalité qu'on peut mettre sur le vocable générique de mouvement citoyen. Et donc quand il dit, ou il me pose la question, si on ne peut pas nous mettre ensemble, oui, on doit le faire. Est-ce que c'est possible encore? Ça doit normalement être possible. Mais ce pourquoi ça va être difficile, c'est que dans notre pays ici, nous ne fonctionnons pas, et ça tu le permets que je le dise, comme on fait dans le catholicisme. Quel est le rapport? Le rapport, c'est ceci. Dans le catholicisme, pour aller prendre ta communion, tu dois aller faire la confession. Et dans le processus de la confession, c'est que tu acceptes que tu as commis une erreur. Tu l'acceptes. N'est-ce pas? Tu souffres pour ça. Et tu demandes qu'on t'accorde un pardon. Moi, et à chaque fois que moi j'ai pris la parole au nom de mon parti, je n'ai jamais cessé de le dire. Que pendant tout le processus que j'ai connu, que j'ai vu se dérouler devant mes yeux, tout en n'étant pas avant
un des premiers responsables, mais pour être aujourd'hui un des premiers responsables de mon parti, nous avons commis non pas des erreurs simplement, mais ce qu'on appelle des fautes lourdes et impardonnables. Maintenant, il faut qu'on l'accepte, qu'on le dise au peuple qu'à un moment donné, nous n'avons pas fonctionné correctement. Même si nous avions des intentions correctes, la pratique a fait que ce que nous avons voulu faire ne vous a pas amené. Enfin, mais à culpa. Nécessairement. Bien, merci. La deuxième partie de la question, en fait, je ne sais pas si elle vous intéresse, cette deuxième partie, c'est la question des trading. On sait qu'il y a eu des soucis. Et pour ceux qui ont mis de leur argent, une partie de leur argent dans les histoires de trading, et finalement ça ne s'est pas bien passé, est-ce que vous avez une réaction à faire là-dessus? Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Je ne veux pas dire quelque chose sur lequel je n'ai pas de maîtrise. Troisième partie de la question, il parle de scanners. C'est une question qui revient très souvent, les scanners qui manquent très souvent dans les hôpitaux. Je crois que ça, ce qui nous l'a fait voir, c'est la pandémie de Covid-19. Nous ne pouvons que faire une exhortation à nos dirigeants de faire des efforts qu'il faut. La dernière fois, je suivais sur la chaîne nationale qu'au niveau du Grand Nord, Cara, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, qu'un contrat a été signé entre, je ne sais pas, une institution financière pour que un truc pareil soit fait de ce côté-là. Si on peut faire davantage, je ne peux que le saluer. La dernière partie de la question sur les opposants qui pourraient être nommés à des postes de responsabilité. Ce n'est pas une affaire d'opposants. C'est une affaire de la gestion commune du pays. Vous savez, Pierrot, permet que je le dise. Vous avez vu ce qui se passe, vous êtes en train de voir ce qui se passe en France. Les partis traditionnels, à un moment donné, arrivent à leur apogée et déclinent. C'est sur ça que Macron a joué pour piquer à droite, à gauche et au centre pour devenir président. Mais vous ne pouvez pas en réalité être un président de la République si vous n'avez pas un parti politique sur lequel vous vous appuyez. Peut-être, je le dirais, à l'exception où il faut être talon. Vous voyez la difficulté. Deuxième mandat. Vous voyez la difficulté que vit Macron, non? C'est pour ça que si Macron avait voulu simplement solliciter les ressources humaines de toutes ces formations politiques dans l'intérêt de la France et non pas pour, à la fin, en partant de créer un parti politique qu'il est en train de faire là, tout le cri qu'on se fait, qu'on entend en France là, on ne va pas l'entendre. Est-ce que c'est possible, Togo, que les opposants occupent des postes de responsabilité? Non, avant les postes, il faut qu'on s'entende entre opposants et ensuite avec le pouvoir. Donc c'est possible. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Oui, bon, bonjour, Président. Bonjour. Bon, je pense que aujourd'hui au Togo, on a compris que depuis la C14, l'avant-dernière coalition, c'était à l'époque, au moment où le FPT Lumière avait dormi, que tout le monde croyait que ce vent-là peut l'emporter. Mais on a compris que à ce moment-là, les gens étaient ensemble, mais ne travaillaient pas ensemble. Si je prends le cas avec le FDR, qui n'était pas en commun accord, si je prends la DIR, l'ALC qui a dit qu'elle va combattre le CAR comme le FPT, tout ça là, à un moment donné, quand ils pouvaient venir, être retrouvés ensemble, sans définir un seul plan. Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique sans théorie. Vous étiez dans la rue, vous le prenez veiller comme une feuille de route, mais vous revendiquez quelque chose que vous ne comprenez même pas. Aujourd'hui, tout le monde, comme vous venez de dire, qu'il faut toujours une union sacrée. Maintenant, cette fois-ci, il faut comprendre qu'il faut définir quelque chose. Il faut une feuille de route. De 2023 à 2025, qu'est-ce que l'opposition peut faire
pour gagner les élections, après gagner le pouvoir. C'est l'essentiel. Merci. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas de meilleure proposition que celle-là. Maintenant, là, comment on va procéder? Vous avez lâché un mot avant que l'auditeur ne prenne la parole. C'est le meilleur culpa. Non, 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 pas pour culpabiliser quelqu'un. Hein. Vous savez, moi je dis souvent que il suffit que celui pour qui vous travaillez, vous lui donnez simplement le sentiment qu'à un moment donné, voilà ce que je pensais faire. Mais en réalité, dans l'application, je n'ai pas pu trouver la bonne main. Et c'est pour ça qu'on n'a pas atteint l'objectif. La personne vous comprend. Et dit, est-ce que vous êtes disponible pour que si demain, vous entreprenez quelque chose, et que j'ai des suggestions à vous faire, vous puissiez les accepter. Si vous dites oui, cette personne est rassurée et rassurez-vous aussi que les actions futures vont être porteuses. Allô? Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, Waris. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais bien, Waris. Je salue notre cher invité. Waris, vous nous appelez d'Azaou, n'est-ce pas? Effectivement, monsieur Pierrot. Ok, allez-y. Bon, c'est vraiment regrettable. Partis politiques de l'opposition ont des Et quand vous prenez le cas, quand vous prenez d'autres et comment la DMK, je viens aujourd'hui la DMP, quand vous prenez le problème entre le prélat et la DMK, quand vous prenez Gérard Dia avec son ancien patron mentor, donc vous allez voir qu'il y a un problème. Alors que nous avons besoin l'ensemble pour qu'on puisse faire. C'est pourquoi Waris, Waris, oui, on sait que vous parlez des derniers démêlés là au niveau de l'opposition, notamment la DMK, DMP, tout ça, mais on a du mal à suivre votre développement complet, parce que ça se coupe entre temps là. Et il est là, Waris. Waris. Je suis là. Oui, qu'est-ce que vous voulez poser comme problématique? Quelle est votre question? Vous m'attendez, monsieur Pierrot? Oui. Waris, il revenait sur les dernières actualités liées à une partie de l'opposition, la DMK devenue DMP vendredi. Et de nouvelles personnalités ont été présentées comme étant celles qui doivent désormais piloter la DMK, notamment Paul Michel Guito qui est devenu le coordinateur de la DMK. En réalité, je crois que Waris voulait dire à partir de cette situation-là et toutes les difficultés que l'opposition a. Est-ce que, vu ce qui se passe là cette semaine, quand on prend juste la DMK, DMP, DMK, la MPDD, exclusion Gérard Dia, est-ce qu'on peut encore imaginer ou penser que l'opposition, que les opposants peuvent se mettre ou peuvent être encore ensemble, faire quelque chose de potable dans ce pays? Moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que je vous renvoie à ce qui se passe en France. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en France? Macron a piqué à gauche, à droite, au centre pour arriver au pouvoir. Et maintenant, deuxième mandat, il veut voir si des gens lui sont restés fidèles et reconstituer un autre parti en partant leur léguer cet héritage. Maintenant, par rapport aux difficultés qu'il rencontre pour faire passer ces réformes, que ce soit la gauche ou la droite ou le centre, chaque camp se renforce. Vous voyez, non? Et c'est ça le jeu politique. C'est ça le jeu politique. Il faut qu'on le comprenne aussi. C'est que moi, je dis souvent que le grand problème que nous avons en Afrique en général et au Togo en particulier, c'est que nous ne sommes pas allés d'abord à
l'éducation citoyenne pour progressivement arriver à l'éducation politique et devenir des acteurs à cet effet. Et c'est pour ça que nous pensons que tel que la chose nous vient à l'esprit, c'est de cette façon-là que ça doit s'appliquer. Non! Non! Une chose est d'avoir la chose à l'esprit, de la penser, mais une autre chose, et c'est la plus délicate, c'est comment la mettre en application. Des gens diront que c'est philosophique. Non, c'est plus que philosophique. Non, est-ce que ce que vous voulez dire, simplement que c'est encore possible? Est-ce que c'est ce que oui, oui. Que malgré ce que nous voyons là, que c'est normal même que... Moi, ce qui s'est passé là-bas, je ne le vois pas comme un problème. Monseigneur Kodro n'est pas un président de parti politique. Il a, à un moment donné, voulu mettre son aura au profit d'un mouvement, y compris les partis politiques et les gens de la société civile, pour aider à la réalisation de l'alternance, parce que c'est ça qui le préoccupait. Quel est le parti politique aujourd'hui au Togo qui va dire que parce que les partis politiques de l'opposition en 2019, je crois, où on a fait les élections législatives, où la C14 était dans la rue, on n'est pas allé à ces élections-là. Quel est le parti politique qui va dire que ça a été une bonne décision? Et c'est pourquoi, quand j'ai dit quelque chose la dernière fois, en termes de mea culpa, j'ai emprunté ton mot, pour dire qu'il faut qu'à un moment donné, on dise à la population que nous avions voulu faire ça de bonne foi, mais nous n'avions pas cru qu'en le faisant de cette façon, on aurait pu vous exposer. Aujourd'hui, le pouvoir a tout. Quand on n'est pas allé, on n'a pas demandé aux gens d'aller se faire inscrire. Grosse erreur. Mais aujourd'hui, nous savons que nos mamans, nos soeurs, nos fils, nos filles n'ont pas de carte d'identité. Mais avec la carte d'électeur, les microfinances, tout ça, ils font toutes leurs opérations. Ils font toutes leurs opérations. Maintenant, on ne leur a pas demandé d'aller se faire inscrire. 2, on leur a refusé d'aller. Nous-mêmes, on n'a pas présenté Mais moi, j'ai discuté avec un responsable du pouvoir qui m'a dit, mais monsieur Nador, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas participé à ces élections-là, malgré tout ce que vous avez? Pour ne pas rallonger le débat, moi j'ai fait rire pour dire que ce sont les marabouts que vous êtes allés chercher ailleurs qui sont venus nous troubler là. C'est eux qui ont fait qu'on n'a pas... On a noté que c'est encore possible que les gens de l'opposition travaillent ensemble. On verra dans le futur. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, c'est monsieur? Bonjour à votre invité. Oui, c'est monsieur. Quel est votre nom? Moi, c'est monsieur Appelité. Appelité de... Appel de Legacito. Oui, Appelité de Legacito, allez-y. Alors, la première partie de l'intervention de votre invité m'a beaucoup plu. Et je voudrais apporter, si vous permettez, une petite contribution. En effet, Oui, allez-y, allez-y. les apports de la civilisation africaine à la civilisation universelle, ces apports sont immenses. Si aujourd'hui des gens s'intéressent à cet apport, ils ne sont qu'à féliciter. Alors, il y a d'autres bien avant eux qui ont commencé. Je cite en passant Kiverbo, Cheikh Anta Diop, mais qui ont fait des recherches énormes, des recherches très nourrissantes. Mais leurs recherches ont aujourd'hui permis classées quelque part. Tenez, les recherches de Cheikh Anta Diop. Civilisation barbarie, je prends au hasard. C'est inscrit dans quelle partie de la formation de nos enfants? Ils pourront faire du CP1 jusqu'en terminale sans savoir les apports réels de la civilisation africaine à la civilisation universelle. De grâce, dites à un étudiant aujourd'hui, mais nos ancêtres sont, il va répondre comme moi, nos ancêtres, c'est les Gaulois. Alors qu'en réalité, nos ancêtres, c'est les Égyptiens.
nos ancêtres, c'est les Égyptiens. Vivement qu'on inscrive dans le programme de nos enfants la civilisation africaine, les apports de la civilisation africaine à la civilisation universelle. Bien, merci. Merci à PDT de nous avoir appelé depuis les Sito. Vous avez apporté de l'eau au moulin de notre invité, le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau, Nador Aoukou. Nous revenons sur les difficultés cette semaine au niveau de la DMK qui devient DMP, et puis par la suite la DMK qui résiste, puisque on nous a présenté vendredi Paul Missiaguetan comme le nouveau coordonnateur de ce mouvement. Est-ce que quelque part toutes ces méli-mélo, toutes ces difficultés à être ensemble, à travailler sur la durée au niveau des formations qui se réunissent au niveau de l'opposition, est-ce que cela ne va pas dans un futur proche impacter véritablement tout ce que les uns les autres sont en train d'imaginer? Vous aviez cité tantôt les FDR en parlant de mouvement citoyen, vous avez cité la DMP pour ce qui concerne la plateforme, vous-même au niveau du cas. Est-ce que là, vu cette actualité-là, les gens seront encore motivés à croire que l'opposition togolaise peut porter un projet sur la durée? Oui, moi je ne peux que les adopter dans ce sens. Il n'y a que ça que nous pouvons faire pour aller loin. Et il ne faut pas voir tout ça là du côté négatif. Non, c'est le parcours de la vie. Ou je mettrai ça au pluriel. Ce sont les parcours de la vie. Non, est-ce que c'est le politicien qui parle ou le philosophe? C'est le citoyen qui parle. C'est le citoyen togolais, Nador, le citoyen lambda qui parle. Vous savez, je l'ai dit, je le répète, Monseigneur Kpodro n'a pas créé un parti politique. À un moment donné, étant mu par le désir de voir les choses évoluer dans son pays, a approché les partis politiques, les organisations de la société civile. Mettez-vous ensemble, faisons ceci pour voir si ça ne peut pas nous aider. Le fruit que ça a produit, on l'a vu. 1, 2. Bien avant ça, il y a eu quoi? Il y a eu la C14. Nous n'avons pas pu saisir l'opportunité de la C14 pour aller aux élections législatives pour pouvoir gagner quelque chose. On a perdu les législatives, on a perdu la présidentielle et tout s'est corsé pour nous. Maintenant, il n'y a plus d'issue. Or, au Togo, tous les acteurs politiques ont fait le choix des élections et non le choix des armes. Je ne connais pas de parti politique au Togo qui dit « Moi, j'ai des armes, je vais renverser le pouvoir ». Tant que vous n'avez pas fait le choix pour les armes, vous devez faire quoi? Vous organiser pour aller aux élections. Les gens ont compris que pour n'avoir pas participé aux élections législatives, on s'est fait du tort. Mais pour avoir participé à l'élection présidentielle, mais dans les conditions pas acceptables, c'est un tort. Parce que moi, je suis philosophe de formation et j'ai fait la philosophie politique, j'ai lu assez d'ouvrages là-dessus. Et sur le principe, ce que je sais, on dit, les élections qu'on ne doit pas boycotter dans une démocratie, c'est les communales, les régionales, les sénatoriales, les législatives. La présidentielle, vous pouvez la boycotter, ça peut se comprendre. J'ai le sentiment que c'est ce que les partis qui composent la DMK ont compris. Ils ont dit, ils ont lu le tableau de la C14 pour les législatives, le tableau de la DMK pour la présidentielle et son issue. Ils ont dit non. En attendant la présidentielle prochaine, si nous pouvons avoir quelques élus pour être là et avoir la voix pour parler concrètement sur le terrain. Non, mais ce que vous voulez dire, est-ce que c'est pour vous résumer là que Monseigneur Kpodro aurait tort? Je ne peux pas l'accuser. Il est dans son droit.
et il a dit ce qu'il pense du tréfonds de lui. Il dit, je ne suis pas pour ça. Si vous voulez, ne le faites pas sous mon nom. Et ceux qui ont compris, qui ont travaillé avec lui, ont dit, nous aussi, nous vous avons compris. Parce que quand moi, j'ai lu leur document, c'est ce que j'ai compris. Hein. J'ai compris deux choses. Nous vous avons compris. Mais pour être parti politique, nous voulons prendre telle disposition. Bien, merci. Voilà. Peut-être le dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est le nom? Agbo. Agbo de Agbo Assier. Allez-y. Oui. Les élections sont nécessaires, mais elles nous causent beaucoup de tort. J'en veux pour preuve, toute la semaine sur les antennes, rien que les débats électoraux qui sont en train d'être menés. Je vais aller sur le plan international. Vous n'êtes pas sans savoir que nous courons un risque par rapport à la crise qui s'annonce. Bientôt, ou si je ne vais pas exagérer, dans quelques temps, on aura encore les prix du carburant qui vont encore augmenter. Pourquoi? Parce que les pays producteurs, en réponse aux sanctions occidentaux, ont décidé de rabaisser leur production. Mais ce qui nous concerne en Afrique, nous voyons que ces pays producteurs de pétrole nous ont proposé d'avoir nos monnaies locales pour pouvoir commercialiser avec eux. Là où nous pouvons avoir beaucoup d'avantages. Mais les politiciens font tout depuis 2020 avec leur avènement des coûts. On ne savons plus où ils en sont. Mais est-ce que ce ne serait pas bon que les opposants intègrent ça dans leur programme pour pouvoir aussi se joindre à la société civile pour porter cette voie là-haut? Parce que quand les carburants vont encore flamber, c'est nous tous qui allons être impactés. Et ces élections-là, sûrement qu'il n'y a pas de temps, j'ai suivi un décryptage qui démontre à combien ça nous perd des milliards. Si je prends l'exemple du Togo, où dans une localité, nous avons un chef local, le chef canton, les préfets, le maire, et on va encore augmenter les régionaux, c'est-à-dire les dirigeants des régions, pour former ce qu'on appelle le Sénat. Notre invité a beaucoup pris l'exemple de la France. Est-ce que ce qui se passe là-bas, c'est la démocratie? Où le Sénat a validé ce que la population conteste, et dans la nuit, avant qu'il ne fasse jour, lorsque la population dormait, le président va promulguer de la loi. Je ne pense pas que nous avons besoin des régionaux pour le moment. Très bien, merci. Merci beaucoup, Agbo. Vous êtes le dernier auditeur. Vous avez... Non, vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi. Bon, vous savez, malheureusement que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Sinon, moi, sur la problématique de la démocratie, j'ai ma position. Vous voyez, je vais vous faire rire un peu. Hein. C'est votre collègue Maman qui qualifie les pays africains de Gondwana. Parce que c'est en Afrique qu'on rencontre toutes les bêtises en termes de démocratie. Et les pays occidentaux de Malembe. Aujourd'hui, la tendance est renversée. C'est les pays africains qui sont devenus les Malembe. Et les occidentaux sont devenus de Gondwana. La France aujourd'hui, un Gondwana. Les États-Unis, Gondwana avec Trump. Tout ce qui se passe là, oui, il faut le reconnaître. Ce qui se passe en France là, c'est du gondwanisme. Non, en fait, sur la question de l'auditeur, c'est juste que vous n'intégrez ou vous intervenez très peu sur les questions d'ordre social. Je crois que c'est sa préoccupation. On vous écoute, les acteurs politiques du Togo, vous intervenez sur des questions d'ordre électoral. Mais dans le même temps, les populations ont faim, les populations ont des difficultés au quotidien. Vous n'en parlez pas assez. Pourquoi? Vous savez, Pierrot, nous en Afrique là, on a quels moyens? Nous avons les ressources minières.
on n'a qu'un moyen technologique pour les exploiter et les transformer chez nous. Mais nos fils, nos frères, nos soeurs sont là-bas. Hein? Ils maîtrisent tout ça. Maintenant, c'est les gens là qui viennent chercher ces choses-là et vont là-bas. Et c'est eux qui déterminent même les prix. Ce que nous-mêmes nous produisons ici. Combien d'espace, d'hectares nous exploitons pour les maïs et manger ici, si ce n'est soja, ceci qu'on va envoyer aux gens de là-bas pour manger. C'est à eux que nous pensons tout le temps si nous dormons et que nous réfléchissons sur l'activité à mener. Nous ne pensons pas à nous-mêmes. Et c'est eux qui ont formaté notre mental comme ça. Et quand ils viennent ici, ils viennent prendre. Et généralement, ils nous mettent en conflit. Et au lieu d'acheter pour nous payer le minimum, ils nous donnent les armes, nous nous battons entre eux. Et ils viennent prendre même sans rien payer. Oui, ce que vous dites là, ça on le sait. Et beaucoup le savent, et beaucoup le disent. Mais la réalité, c'est que vous soyez au Togo ou ailleurs en Afrique, les partis politiques parlent très peu des préoccupations. Par exemple, les inondations, bientôt, très peu de partis politiques vont évoquer des sujets liés aux inondations. Moi, je ne suis Par pas... exemple, sur la question de la cherté de l'Internet dans notre pays, très peu de partis politiques interviennent sur cette thématique-là. Alors, si le parti politique sort un communiqué ou bien fait une conférence de presse, ça va avoir quelle répercussion sur l'attitude du gouvernement? Mais comment est-ce que vous pouvez présager de ce que le gouvernement fera éventuellement des communiqués? Il y a des associations qui ont ça pour préoccupation et qui font leur rôle, qui jouent leur rôle. Non, vous pensez que ça ne vous intéresse pas? Non, là. Si vous posez la problématique de cette façon-là, c'est ne pas nous comprendre. Nous avons un rôle à jouer. Et il y a un autre rôle. Vous savez, en France, je reviens encore là-dessus, ouais. Les partis politiques sont engagés du côté des populations, non, pour dire la réforme, c'est 64 oui. Nous ne sommes pas d'accord. On a vu des partis Mais politiques. en réalité, quels sont ceux qui mènent la danse là-bas? Est-ce qu'on cite les partis politiques? Ceux qu'on cite d'abord, c'est les organisations syndicales. Mais les partis politiques sont là, sur le terrain. Ils sont là, sur le terrain, mais sur ce sujet-là, ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur domaine. Mais ils vont, comme on dit en sourdine, soutenir ces organisations-là de façon à ce que, eh bien, aux élections prochaines, ils en tirent les dividendes. C'est clair. Bien, merci. Il y a cette intervention de Akoté Kanko. Il dit, c'est sur les réseaux sociaux, vous faites de la politique et la grande population meurt de faim. Qu'en dites-vous, monsieur Nador? Moi, je ne suis pas membre du parti au pouvoir. Vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure, qui m'excuse, de inondation. Moi, je peux dire deux choses, et j'accepte être contredit sur cette affaire d'inondation. Quand vous allez, moi je vis dans la périphérie à Guanivé, au niveau de l'échangeur là-bas. L'année dernière, avec la grande pluie, sous l'échangeur là-bas, quand il a plu, moi, avec mon véhicule, je n'ai pas pu. L'eau a voulu nous transporter. On a dû reposer sur eux. Quand vous venez au niveau d'Adin, vous passez au niveau de SIX pour aller devant la direction générale de la gendarmerie. Nana FM à gauche là. Vous ne pouvez pas. Or, on a fait un truc là-bas pour déboucher quand vous allez à Djidjolé dans une retenue d'eau. Quand vous allez devant, après la gare routière à Gbalepédo, il y a encore une retenue d'eau à droite. On a mis des trucs qui font rentrer l'eau là-bas. Mais quand vous traversez les rails à gauche, là où il y a un bas, on appelle dans le trou là, vous ne pouvez pas. Etc. Je peux citer tous les coins. Mais ce que je n'ai pas pu retenir cette année avec la grande pluie, à laquelle vos collègues de RFI même ont fait allusion, quand il y a plus comme ça là, moi je réside à Guanivé, à Logopé là, dans le centre social là, c'est là-bas, on amène les sinistrés. Cette année je n'en ai pas connu. Il y a quelque part à Baguida, je n'en ai pas connu. Mais je ne dis pas que les gens n'ont pas été inondés, mais je n'ai pas pu circuler dans tout Lomé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qui a été fait n'est pas
peut-être parfait, mais c'est quand même, ça fait que ça réduit la capacité d'inondation. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est que les sites de retenue d'eau qu'on a prévus et qui doivent être réalisés, pourquoi on n'a pas pu les faire avant la période de pluie? C'est la question. En réalité, nous avions prévu évoquer les inondations, notamment dans la ville de Lomé. Malheureusement, notre temps, une partie de ce temps est fini. Merci d'être venu. Une seconde pour conclure. Une seconde. Non, je dirais simplement que le CAR va tenir son congrès les 29 et les 30 avril prochain. Et à l'issue de ce congrès, il y a un nouveau visage, un nouveau nom qui va porter désormais le CAR. Merci Nador Aoukou, deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau. Nous vous souhaitons donc de bonnes assises à la fin de ce mois. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Au revoir.